Mais où là où y est? J'arrive. Où j'ai là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Guadeloupe, actualité. Débuter cette édition à Pointe-à-Pitre, les parents d'élèves de l'école Raphaël Cipollin ont demandé ce matin une rencontre d'urgence avec le maire de la commune en cause des coupures d'eau intempestives qui perturbent le fonctionnement de l'établissement. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large, la Guadeloupe qui fait face depuis plusieurs années à une crise structurelle de l'eau marquée par des réseaux vétustes, des pertes estimées à plus de 50% sur certaines canalisations et des coupures régulières. Lorsque l'eau manque dans une école, ce sont les conditions d'hygiène, la restauration scolaire et la sécurité sanitaire qui sont directement concernées. Les parents demandent des solutions concrètes et immédiates. Regardons ce reportage de Maxime Morel. Nous sommes venus ici, nous avons demandé d'être reçus par le maire parce qu'on a une problématique d'eau. C'est-à-dire que notre école Raphaël Cipollin est située dans le quartier du Bouchage derrière Carénage. Notre école est très souvent fermée à cause des coupures d'eau. Nous comptons presque un mois de fermeture depuis la rentrée et c'est une situation qui est devenue intenable pour les familles, pour les enseignants, pour les enfants surtout. C'était tellement poignant qu'on ne peut que comprendre. Vous voyez, moi je suis parent aussi, grand-parent. Et je ne peux que comprendre cette souffrance. Moi, je l'endure en tant qu'adulte et je me débrouille avec des bouteilles. Mais les parents qui envoient leurs enfants à l'école, qui ont des activités physiques et qui n'ont pas d'eau à boire, des WC qui ne coulent plus, et tout ça, qui peut ne pas comprendre ça? Donc, un prix entre le marteau et l'enclume, entre un syndicat SMGEAG qui est complètement défaillant, et le maire qui ne peut pas se contenter de renvoyer à la défaillance de l'organe compétent, je me dois de trouver des solutions immédiates. La réponse à court terme, c'est la pose d'un point de puisage qu'il s'engage à déposer dès demain, donc le 19 mars. Et la réponse à moyen terme, c'est le dédoublement des citernes posées en série afin que nous ayons une plus grande capacité de stockage afin de pallier aux coupures d'eau. Tout cela, c'est pour les 2 mois à venir. Mais nous n'envisageons pas de passer plus de 2 mois sans une réponse très claire du SMGEAG. Et quand on dit SMGEAG, je veux même voir plus loin parce que le service public, la santé, c'est l'État. Et j'ai eu le préfet, vous avez vu, j'ai appelé le préfet en cours de réunion et il m'a dit qu'il attend la fin des élections pour que toutes les collectivités et intercommunalités se mettent autour de la table, qu'on puisse mettre fin à cette situation. Et je crois en cette parole-là. Et je serai, en tout cas moi, à la tête des citoyens qui vont se mobiliser pour que cette situation soit réglée. Stop. Trop, c'est trop. Ça fait 15 ans qu'on endure des manques d'eau. Il est temps que les Guadeloupéens se fassent entendre. Nous avons déjà manifesté, porté plainte. Nous nous ferons entendre comme il faut. S'il faut que le président de la République vienne en Guadeloupe, il faut que ça cesse. Voilà, une crise de l'eau encore avec des répercussions insupportable. Nous continuons toujours en un mot d'éducation avec le recteur d'académie de la Guadeloupe qui s'est rendu au lycée Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau. Objectif échanger avec les équipes pédagogiques et les élèves sur des projets éducatifs en cours. Dans un contexte où l'éducation nationale met l'accent sur l'orientation, la réussite scolaire et la lutte contre le décrochage, cette visite s'inscrit dans une volonté également de lutte contre l'illettrisme. Regardons le reportage de Maxime Morel. L'un de nos lycées professionnels qui est vraiment dédié à tout ce qui est véhicules, automobiles, motos, véhicules utilitaires. Et c'est un lycée qui forme vraiment nos jeunes pour les rendre prêts à intégrer immédiatement le monde du travail. Et après, pour certaines, peuvent faire un BTS. Et j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui continuera aussi en école d'ingénieur. On est là aussi pour la lutte, je dirais, contre l'illettrisme, qui, comme vous savez, c'est un fléau extrêmement grave qu'on a en Guadeloupe.
On peut imaginer que quasiment un cinquième, un quart de nos jeunes entre 16 et 30 ans sont illettrés. Et nous devons les combattre de toutes les manières possibles. Nous recevons malheureusement en lycée des élèves qui sont en grande difficulté et on ne pouvait pas rester sans rien faire. Il fallait trouver des voies et moyens, il fallait trouver des leviers pour pouvoir les accompagner, ensuite pour les former sur nos formations professionnelles. Vous savez, ce sont des compétences qui sont transversales et que malheureusement, si on ne sait pas lire, on ne comprend pas, écoutez, on ne pourra pas faire de maintenance, on ne pourra pas faire de lettres, on ne pourra pas faire grand-chose. On le sait, au moment du test de lecture de la journée défense et citoyenneté, on a quand même environ 30% globalement de nos élèves, de nos jeunes en tout cas de 16 ans et plus, qui présentent des difficultés sévères dans la lecture. Donc en fait, c'est tous les dispositifs qui vont aller dans ce sens de permettre aux élèves de continuer à consolider les compétences lire et écrire sont des dispositifs essentiels pour nous. Lorsqu'une situation de difficulté de cette nature survient, il ne faut pas attendre que le système, que les personnes s'adaptent au système. Il faut que ce soit le système qui s'adapte aux personnes et qu'on développe des politiques parfaitement adaptées. Et donc dans un établissement comme celui-ci, qui réalise des formations essentiellement techniques, il est évidemment indispensable qu'on puisse associer à cet enseignement tous les outils qui permettent de lutter contre l'illettrisme. Autre pilier essentiel de notre société, le soin et l'accompagnement des plus fragiles dans le cadre de la Journée nationale en l'honneur des aides à domicile. À cette occasion, le film La femme de ménage a été projeté pour ouvrir un débat sur la reconnaissance et la structuration de ce métier. En France, plus d'1 million de personnes exercent dans l'aide à domicile, un secteur en tension, marqué par des conditions de travail exigeantes et des rémunérations souvent jugées insuffisantes. En Guadeloupe, avec le vieillissement progressif de la population et le rôle des aides à domicile devient stratégique. Un métier donc essentiel, mais encore en quête de pleine reconnaissance. Reportage. Aujourd'hui, nous nous rassemblons d'une façon entre 7 structures pour la journée de l'aide à domicile, donc le 17 mars, qui, je dirais, est national. Donc, on a choisi le Cinestar. Pourquoi? Pour pouvoir voir le film La femme de ménage, qui va pouvoir relater, je dirais, toutes les situations qui existent dans le rôle de l'aide à domicile. Le métier de l'aide à domicile, c'est un terme générique. C'est un terme qui regroupe plusieurs fonctions. Par exemple, les auxiliaires de vie, les AES, les ADVF et bien d'autres, les AMP par exemple. Donc, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs fonctions pour indiquer des personnes qui accompagnent des personnes qui ont besoin d'une aide au quotidien. Le rôle de l'aide à domicile, c'est de prendre soin de sa personne âgée. Elle n'est pas là seulement pour faire du ménage, comme on le dit si bien. C'est vraiment pour faire du lien social, entretenir le cadre de vie. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? En fait, on va dire que c'est la deuxième famille de la personne âgée. On sait qu'aujourd'hui, la Guadeloupe sera parmi les 3 départements les plus vieux de France d'ici quelques années. Donc, il est tout à fait normal que nous ayons des personnes formées qui puissent accompagner ces personnes en perte d'autonomie. Dans nos structures, grâce à notre fédération également, nous accompagnons et nous formons les personnes qui prennent soin des autres. Et un mot maintenant de culture et d'expression artistique, le festival Transcendance, avec une action artistique organisée à la maison familiale et rurale, avec un message clair, danser contre la violence. Dans un territoire où les questions de sécurité et de cohésion sociale sont régulièrement posées, l'initiative propose une autre voie, l'expression corporelle comme outil de transformation. Regardons ce reportage d'Olivier Félix. L'établissement, nous avons, je dirais que ça fait partie des valeurs de l'établissement, des valeurs humanistes, accepter l'humain, sa différence et travailler beaucoup la tolérance. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que nous avons une jeunesse qui répond au quart de tour et n'a pas forcément la bonne réponse ou les bonnes réponses. Combattre la violence, c'est aussi une de nos missions, de sorte que nous soyons dans un climat de plus en plus apaisé et que ceux qui prendront la relève aussi puissent faire le travail de convivialité que nos ancêtres, que nos grands-parents nous ont laissé. Si je dois faire un bilan, je dirais que je me pose la question aujourd'hui très sincèrement, pourquoi l'art n'est pas plus présent dans les milieux scolaires? J'ai ma petite idée, c'est pas le but d'aujourd'hui d'aller plus loin,
Mais j'invite tous ceux qui ont cette compétence, cette passion, à aller jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, pendant cette journée qu'on appelle la journée des talents, où pendant toute la journée, ils étaient dans une discipline artistique. Donc il y avait le théâtre, il y avait la danse, il y avait la musique et le dessin. Ils se sont exprimés et beaucoup se sont livrés. Et je peux vous dire que malheureusement, nous avons beaucoup de choses à remettre en question parce qu'un jeune qui est en détresse, c'est le miroir de quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans son entourage et dans la société dans laquelle il vit. Et se remettre en question, c'est comprendre ça et éviter et arrêter de les stigmatiser puisqu'on est les premiers responsables de ce problème. Dans la musique, on a décidé de parler de l'harcèlement, non à la violence. Du coup, on voudrait justement moins de violence en Guadeloupe et partout. Oui, il faut faire passer un message aux jeunes d'aujourd'hui ou même aux gens tout court concernant la violence, tout ce qui est couteau, fusil, etc. Franchement, ça nous permet de passer un message, même si on pense que bon, c'est pas tout le monde qui va écouter, mais on pense quand même passer le message. Le message que je fais passer, c'est apprenez à l'école et parce que voler, dîner, ça va apporter que la prison. Au bout d'un moment, ça va rien vous apporter. Ça rapporte rien. Donc, travailler à l'école. Je vois les choses différemment. Je vois que, au lieu de directement dégainer une arme, que on peut faire différemment, surtout à l'école. À l'école, il y a des CPE, il y a des gens pour ça. Je remercie surtout M. Dika et toute son équipe d'avoir pu intervenir à la MFR et nous apporter un petit plus parce que dans notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Mais je remercie au Festival Transcendance d'être venu pour nous apporter cette joie de vivre, ce qu'on n'avait pas avant. Et puis voilà. Et voilà la paix dans le monde. Revenir dans un air où les gens étaient bons. Rétouffer jeunesse unie. Créer un avenir positif. On voudrait moins de violence. Et voilà la paix dans le monde. Et toujours autour de la danse, aujourd'hui avait lieu la première édition de l'événement UNSS et S2TMD Danse avec En nous fait anti-danse au centre Sonis. Une rencontre entre sport scolaire et filière artistique d'excellence. Une initiative qui valorise les talents émergents et favorise la rencontre entre pratiques amateurs et formations spécialisées. Regardons ce reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, c'est la première édition de l'événement UNSS et S2TMD Danse du second trimestre et qui s'intitule « À nous fait anti-danse, des outils pour composer » pour justement s'insérer entre le premier événement où les élèves découvrent vraiment différents styles de danse et le dernier événement qui est la présentation du travail de l'année à la salle Félix Proto des Abîmes. Cette journée est très importante parce que ça nous fait connaître des danses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour certains. Et aussi, ça nous permet de rencontrer d'autres élèves de d'autres établissements qui font de la danse et qu'on ne connaît pas. 4 ateliers, puisque 4 espaces. Afro-dancehall, hip-hop, groka et contemporain. Tous ces 4 ateliers sont menés par des professionnels. Speedy Guadalez pour le hip-hop, Warren Foshi pour l'afro-dancehall, Raymond Patertorin qu'on ne présente plus, et notamment ce matin Olivier Dom pour le groka et un autre percussionniste, et Ludivine Mir pour le contemporain. On est très heureux. Il y a quelque temps, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Canada, toujours avec des jeunes. Donc si les enfants de mon pays me demandent, et toujours avec le groka, il m'est demandé de mettre en avant la création à partir du groka, mais je serai toujours présente puisque je suis une pédagogue et une passionnée de la danse en général. Donc je ne peux que répondre oui et présente à cette manifestation. Je danse depuis toujours, depuis petit et du coup j'aime la danse. La danse me permet de me délivrer un peu, de sortir un peu dans une zone. Quand je me sens un peu stressé, je danse et ça me détend. On s'appuie sur ce qu'on est et donc s'appuyer sur ce qu'on est, c'est-à-dire des enfants d'ici qui ont cette multiplicité. Il y a le dancehall à côté, il y a le hip-hop, il y a le groka, il y a le contemporain.
Mais moi, comme j'aime dire, le Gwoka, c'est une danse contemporaine. Donc nos enfants, il faut qu'ils aient confiance en ce qu'ils sont et ça ne les empêche pas d'aller ailleurs. Et c'est en cela, cette journée-là, scolaire, est très très importante, donnée à voir la danse sous ses multiples facettes. Continuons toujours dans ce domaine de la culture avec l'association Artefact qui a proposé une exposition d'œuvres artistiques et littéraires sur le campus de Fouillol à l'Université des Antilles. Peinture, écriture, photographie, les étudiants et artistes locaux mettent en lumière leur créativité. Une initiative qui rappelle que l'université, elle aussi, est un espace d'expression culturelle et de réflexion. C'est Lucien Nébor qui était présent pour Canal 10. Mise en place lorsque du coup Monsieur Didier Détouche nous a contactés, puisqu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec lui sur certaines choses à la fac, et il nous a dit: je vous fais confiance, aidez-moi avec la communication, aidez-moi à mettre ça en place, à faire ça passer sur les réseaux, etc. Et du coup, c'est ce que nous avons décidé de faire, mon équipe et moi, qui en réalité nous sommes tous amis, donc on s'est arrangé entre nous sur un groupe WhatsApp, on a travaillé des publicités, des affiches, et petit à petit on s'est rendu compte qu'on en arrive à ça en fait, désolé, on en arrive à ça, et c'est vraiment impressionnant et c'est magnifique. Toutes ces œuvres, déjà, pour commencer, sont issues de l'ECL, les grands courants de l'art et de la littérature. Et lors de cet essai libre, il y avait par moment des thèmes qui étaient fixés. Ici, c'était le cas. Le thème était l'homme et la femme. Et j'ai voulu représenter un peu la genèse du corps de l'homme et de la femme. Par, du coup, ses couleurs, mais aussi par le fond. C'est la première fois que je fais une exposition et en plus c'est à la faculté, donc il y a une petite pression, mais c'est vivifiant. Franchement, je m'attendais pas à ce que les chevaliers mettent une atmosphère comme ceci et c'est plutôt agréable. J'en ai fait 6, mais j'en ai plus. Je fais de l'art depuis petite, toute forme d'art, danse et tout. Mais la peinture m'a vraiment intéressée parce que c'est ce qui me permet de m'exprimer le plus. Je suis très reconnaissante envers Monsieur Détouche, parce que j'avais jamais exposé mes œuvres et voilà, il me permet de montrer mon art et mon univers, voilà. C'est vraiment pour montrer, en tout cas à mon humble avis, moi c'est ce que j'en ai retenu. Je pense que les avis seront différents. Moi ce que j'en ai retenu, c'est que l'art n'a pas d'âge déjà, puisqu'on se retrouve avec des étudiants en fait, pas des professionnels expérimentés qui ont déjà de l'âge derrière eux. On est sur un art qui n'a pas de temporalité, on est sur un art qui se représente et le message, selon moi, ce serait qu'il y a du talent en Guadeloupe, clairement. Il y a du talent et on ne doit pas le négliger. Au contraire, on doit le montrer, on doit l'exposer et c'est clairement le but de l'exposition Artefact, pour montrer que l'art est à la fac au final. Voilà, l'art bien présent dans notre université également. Maintenant, une invitation à la table ronde qui aura lieu ce samedi dans le cadre du 80e anniversaire de la promulgation de la loi de départementalisation de 1946 qui aura lieu au WTC. Regardons tout de suite quelques explications pour cette invitation. Le 19 mars 1946, c'est-à-dire exactement le 80e anniversaire de la proclamation de cette loi, et il nous a semblé qu'il était important de souligner ce jour particulièrement parce qu'il a apporté beaucoup à la Guadeloupe. Nous ferons cette manifestation demain à ce qui était le CWTC, dans ses locaux, et nous recevrons un certain nombre de personnalités politiques, mais aussi tous ceux qui veulent venir débattre, pour une fois, je dirais sincèrement, de ce que nous a apporté cette loi, de ce qu'on peut encore en tirer pour nous, Guadeloupéens, qui avons acquis par cette loi les notions d'égalité, de droit, par rapport à tout autre citoyen de la France hexagonale. Alors la table ronde s'est éclairée sur ce qu'a été cette loi, ce qu'elle nous a apporté, ce que nous n'avons pas su demander également, et puis comment, à partir de là, on peut bâtir un vrai développement économique de la Guadeloupe qui tienne compte de notre situation de petite île de la Caraïbe, mais aussi dans un climat de commerce international, de relations internationales, nationales et internationales.
Et un mot de santé maintenant pour une invitation qui aura lieu du 19 au 24 mars, mais plus précisément le 24 mars au sein du CHU de la Guadeloupe. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau, mais on va y arriver ce soir. On va accueillir, comme il se doit, le docteur Befa Notokadou Kaza. Vous êtes néphrologue et président de l'association de prévention des maladies rénales de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir la Guadeloupe. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Je le disais, on va parler de ces ateliers, mais également de cette semaine nationale, effectivement, autour des maladies rénales. Et le CHU organise donc le 24 mars de 9h à 16h un accueil, on va dire, du public et de la presse pour rencontrer les professionnels, également se rendre compte du service, du service également, du fonctionnement, pardon, du service au CHU. Oui, donc effectivement, dans le cadre de la Journée mondiale de rein, qui consiste à sensibiliser sur les maladies rénales, surtout à la prévention et au dépistage. Donc le CHU de Guadeloupe, dont je suis le chef de service de néphrologie dialyse au CHU et président de l'association de prévention des maladies rénales. Donc nous organisons une journée de dépistage, de prévention, de sensibilisation. Ça sera le 24 mars de 9h à 16h dans le hall du CHU. Et cette journée va consister à dépister l'hypertension, le diabète, l'obésité. Et donc il y a aussi des conseils diététiques. Il y aura aussi une consultation à l'issue quand même de séances de dépistage. Donc en fait, les maladies rénales, vous savez, c'est des maladies silencieuses. Donc quand vous êtes malade de rein, vous n'allez jamais rien sentir jusqu'au stade où vous aurez besoin de dialyser. Donc et pour éviter d'en arriver là, donc il faut aller en amont. Donc en amont, ça veut dire qu'il faut dépister et notamment les protéines dans les urines. Vous savez, les urines, ça doit contenir que des déchets. Les protéines dans les urines, ça veut dire que les reins qui sont censés filtrer notre sang et éliminer les déchets. Et donc, si les protéines passent dans les urines, c'est qu'il y a un problème de filtre. Donc, ça permet d'aller une première alerte. Et après, il y a aussi le sang dans les urines. Donc, on fera ce dépistage-là. Et les principales causes des maladies rénales qui sont à l'origine des maladies qui envoient les gens en dialyse, en chef de file, c'est le diabète ou l'hypertension. Mais après, en dehors de ça, donc il y a l'obésité. Mais il y a aussi notre patrimoine génétique. Vous savez, nous sommes afro-caribéens à 70%. Donc, et il y a une mutation à ApoL1 qui est très fréquente, donc 13% dans notre population. Et on sait que la moitié des gens aussi qui dialysent ont cette mutation-là. Donc on a fait des études. Ils sont plus sujets. Donc en fait, la journée consiste à prévenir l'arrivée du diabète, de l'hypertension. Donc par exemple, les conseils, c'est manger sain, c'est manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et donc il faut, quand on est quand même sujet à risque, notamment quand on a des gens dans la famille qui ont dialysé, attention, ça fait appeler à la génétique. Quand vous êtes hypertendu ou diabétique, ou vous avez une obésité, vous avez plus de 60 ans, vous avez des maladies cardiovasculaires, il faut au moins chaque année aller voir votre médecin traitant pour faire un bilan sanguin en dosant la créatine dans votre sang, qui permet de savoir le degré de fonctionnement de vos reins, sinon aussi dépister les protéines ou le sang dans les urines. Ça permet d'aller chercher, de faire par exemple la biopsie rénale, aller connaître la cause, mettre de traitement, prévenir. Très bien, prévenir l'arrivée effectivement de complications. On le comprend lors de cette journée, donc des dépistages seront possibles, mais également rencontrer l'équipe et mieux comprendre le fonctionnement d'un service d'hématologie. Le service d'hémodialyse. L'hémodialyse, pardon. Oui, parce que on suppose que comme les gens méconnaissent la maladie, quand vous allez voir à quoi consiste la dialyse, la dialyse c'est 3 fois par semaine, quand les reins ne marchent pas. Vous avez 3 fois par semaine de votre vie, vous allez vous rendre dans un centre de dialyse, vous restez 4 heures au moins. Donc vous voyez, c'est vraiment très contraignant, c'est très lourd. Ou sinon, vous faites une greffe, on vous fait un don de rein, mais sous réserve que vous prenez les anti-rejets, donc les immunosuppresseurs. Donc vous voyez, il vaut mieux éviter d'en arriver là, et c'est très fréquent. On a au moins 1000 sur la Guadeloupe qui sont ou dialysés ou greffés. Et on estime à peu près à 50 000 dans notre population
qui sont susceptibles d'avoir la maladie rénale. 50 000 personnes. À peu près. Okay. En France, c'est à peu près 6 millions. Nous avons le double de la prévalence, de par les facteurs de risque que je viens de vous citer. Le diabète qui est plus fréquent chez nous, et l'hypertension, l'obésité, et cette mutation qui a eu la particularité d'être plus fréquente chez nous. Alors ce n'est pas récent que l'on entende effectivement sur nos territoires, toute cette sensibilisation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une avancée au sein de la population, ou alors est-ce qu'on reste encore particulièrement des sujets exposés et sensibles à ce type de complications et de maladies rénales? Ben, en fait, on n'a pas encore connu de baisse, hein, parce que quand on regarde l'hypertension, ça n'a pas baissé, le diabète, ça n'a pas baissé. Dans la population, vous allez voir l'obésité avec la malbouffe. Hein, a même augmenté. Et a même augmenté parce qu'on ne prépare plus, alors que on est quand même des territoires où on est très riche en termes d'aliments qui sont bénéfiques pour l'organisme. Mais en fait, on ne prépare plus, on a plus de produits transformés déjà. Produits transformés. Et après, sachez que notre génétique, on l'a hérité. Vous voyez, donc on l'a hérité. Donc ça ne nous arrange pas. Si les autres ont déjà l'hypertension, le diabète, et que nous, on rajoute notre génétique, donc, et c'est trop lourd. Donc ça fait que, quand on se compare par rapport à la France hexagonale, on a le double de la prévalence de ces maladies-là. Surtout du taux de dialysé comparé à l'échelle de la population. Donc, là, on commence à comprendre par rapport à la génétique. Il y a des traitements qui vont arriver d'ici 2 ans. Mon service y participe. Dans le monde, il y a énormément de centres, mais mon service y participe. On a au moins une dizaine de patients qui sont inclus dans l'essai clinique qui vraiment ciblent la génétique. Donc ça veut dire une nouvelle façon. Une nouvelle façon, c'est l'innovation. D'accord, très bien. Donc il y a espoir que d'ici 2 ans, on aura quand même dans notre arsenal thérapeutique un traitement qui cible vraiment la génétique, qui est défavorable pour notre population. Ce sera peut-être effectivement une très belle avancée de plus pour nos territoires, et félicitations à votre service qui travaille âprement à cela. On a vu quels étaient les facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun d'entre nous, en regardant ça, peut faire pour prévenir ces maladies? On l'a entendu, hein, vous l'avez dit, l'obésité, l'hypertension, enfin trop sucré, trop salé. Mais pour ceux qui nous regardent, on se dit, alors encore plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de complications et de se retrouver au CHU? Alors, on commence d'abord par mener une vie saine, hein, c'est valable pour nous tous. Hein. Quand on est jeune, ça va, mais nous, nos malades, ils arrivent. Sur la France, ce sont en moyenne 70 ans pour arriver en dialyse. Donc c'est pas passé 60 ans? Nous, on est dans les cinquantaines, hein. C'est entre 50 et 60 ans. Donc on a beaucoup plus de jeunes. Donc ça veut dire que, et on sait qu'après 40 ans, le corps vieillit. Donc les reins vieillissent aussi. Donc du coup, il faut commencer à faire attention et il faut mener une vie saine, c'est-à-dire que pratiquer une activité physique régulière. Il faut, comme je vous ai dit, donc manger sain, ça veut dire que manger moins gras. Ça veut dire qu'on va éviter d'avoir l'obésité. On va éviter de devenir hyper tendu, donc on mange moins salé, on fait attention. On va manger moins sucré, donc ça veut dire que on va prévenir le diabète. C'est déjà une bonne avancée si on l'observe. Il ne faut pas fumer. Mais il faut éviter le tabac parce que le tabac est directement toxique pour les reins aussi. Et puis, et après, si vous avez des maladies comme cardiovasculaires qui agissent aussi sur les reins, ou vous avez un patrimoine génétique qui ne vous aide pas, il faut chaque année, franchement, ça ne coûte rien. Nous sommes en France, il y a la sécurité sociale. C'est pas comme nous ne sommes pas un pays sous-développé, vous voyez. Donc, vous voyez le médecin traitant, vraiment faites un effort. Vous voyez le médecin traitant, il vous fait un bilan de santé qui comprend le dosage, entre autres, de la créatinine et le bilan urinaire qui va détecter si vous avez des protéines dans les urines ou le sang. À partir de là, il peut vous adresser et nous, le CHU est équipé. Quel que soit ce qu'on dit, nous sommes très performants au CHU. Il y a les programmes que vous connaissez, mais je vous assure. Donc, on est capable de vous prendre en charge, de diagnostiquer la maladie, de vous mettre en traitement, de ralentir votre évolution vers la dialyse. Et s'il le faut, on peut anticiper aussi s'il faut la greffe. Nous sommes le centre de greffe interrégional, nous greffons les Guadeloupéens, les Martiniquais, la Guyane depuis plus de 20 ans. Et donc, nous avons tout
pour vous prendre en charge. Mais il faut aller en amont, il faut prévenir, dépister. Prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, on est ravis d'entendre qu'en tout cas, vous avez les moyens de venir en aide à la population, parce que c'est vrai que dans l'actualité, celle du CHU, parfois, il y a de quoi se poser des questions sur le fonctionnement, en tout cas, sur peut-être les moyens que vous avez ou les conditions de travail. Parfois, on a entendu beaucoup de choses sur ce plateau, mais si vous nous dites que ça fonctionne très bien au niveau de votre service, c'est déjà ça de gagner. En tout cas, ce sera l'occasion le 24 mars mais de rencontrer, de faire des dépistages, de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Ce sera de 9h à 16h dans le hall d'accueil du CHU. Et donc, vous serez également présent, certainement, pour accueillir la population et les médias. Oui, donc je serai présent, mes collègues aussi seront présents, on va se relayer. Tout patient qui sera dépisté aura l'occasion de rencontrer un néphrologue et une diététicienne et qui est vraiment spécialisée pour avoir les conseils. Donc j'invite la population à saisir l'occasion. C'est un jour, mais il faut le faire chaque année. Donc voilà, il ne faut pas oublier de se dépister. Et puis, comme je vous dis, le CHU, ne regardez pas le bâtiment, c'est les ressources humaines. Nous avons des ressources humaines de qualité. Oui, docteur, j'entends, mais je crois que le bâtiment fait quand même partie aussi de l'offre de soins. Et quand on a vu dans ce journal des files, parfois d'ambulances attendant devant le centre, ça peut véhiculer des fois un petit questionnement. Mais bon, il paraît qu'il y a un nouvel établissement qui est sorti de terre. Alors tout ça devrait s'arranger. En tout cas, merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.